Les éleveurs et éleveuses du Sivam Empreinte travaillent à mieux comprendre ce qui se joue dans les relations qu'ils entretiennent avec leurs animaux d'élevage. Leur installation agricole a souvent répondu à des envies de travail en plein air, avec des animaux rustiques, capables de pâturer tout au long de l'année. Néanmoins, leurs choix techniques, tout comme leurs propres limites d'éleveurs, les confrontent à des situations de tension. Une série d'enquêtes nous a permis de bien clarifier les liens entre ce qui relève des personnes, de leurs propres valeurs, ce qui relève de l'exploitation elle-même, et ce qui se joue au quotidien dans le travail. Nous livrons ici quelques résultats, ainsi qu'un outil d'analyse qui permet de donner du sens aux paroles d'éleveurs. Lorsqu'on enquête certains éleveurs sur leur relation au travail dans des systèmes économés autonomes, tous n'abordent pas d'emblée des questions techniques de pâturage ou d'économie de charge. Ils parlent aussi de leur relation à l'animal. Pour moi, dit certaines, travailler dans un système économé autonome, c'est avoir un vrai lien avec les animaux, de la complicité. Ça en fait partie. C'est pas juste un outil de production, ce n'est pas que produire pour produire. C'est aussi apprécier les bêtes et les connaître. Pour ces éleveurs, la performance au travail, c'est aussi un lien aux animaux. Certains rajoutent que, moi, quand je leur donne pas à manger et qu'elles voient mon 4x4, qu'elles me voient arriver, elles savent que je ne vais pas leur donner à manger, mais elles m'appellent. Elles sont contentes de me voir. Peut-être que c'est ça le travail bien fait, non? D'autres rajoutent que moi, j'ai envie de vivre de peu, de laisser le moins de traces possible dans l'environnement. Ben ça, oui, quand même, pour moi, c'est ça, produire de la viande en ayant le moins d'impact sur l'environnement. C'est ça le travail bien fait. Sinon, c'est trop facile. Cette vision de la performance, cette recherche du lien avec les animaux, l'envie de laisser peu de traces, de produire en impactant le moins possible l'environnement, tout ça en fait sont des caractéristiques propres à chacun, propres aux éleveurs et aux éleveuses que j'ai enquêtés. Elles définissent en partie ces personnes. Ce sont ce qu'on appelle les caractéristiques des personnes. Ce sont ces caractéristiques qui déterminent en fait certains choix de ces éleveurs. Ils décident alors d'avoir recours essentiellement au pâturage pour alimenter leurs animaux, ce qui les amène le plus souvent à avoir des petits troupeaux. Malgré cela, ils doivent mobiliser de larges surfaces de terre, pas toujours très productives, pouvant aller jusqu'à 300-400 hectares. Sur de telles surfaces qu'il n'est pas possible d'acheter, la maîtrise foncière n'est pas toujours assurée du fait du recours régulier aux arrangements oraux, à des baux de courte durée. Enfin, toujours dans l'idée de limiter leur empreinte, pour certains, ils décident de se passer le plus souvent de bâtiments, voire même de tracteurs pour certains. Tous ces éléments, maîtrise foncière, petits troupeaux, nourrir au pâturage, grande surface donc, peu d'investissement, pas de bâtiments, pas de tracteurs, ce sont des caractéristiques de l'entreprise, de l'exploitation. On peut ajouter aussi à ce type de caractéristiques ou de déterminants des choses qui échappent à l'individu, sur lesquelles on n'a pas la main, comme les forts aléas climatiques dans notre région méditerranéenne. Ça ne dépend pas des individus, ni des personnes. On les nomme des superdéterminants. Mais qu'en est-il du travail réel, ce que font les éleveurs et les éleveuses au quotidien, sur une année par exemple? En fait, pour alimenter leurs animaux au pâturage toute l'année, ces éleveurs leur font pâturer, quotidiennement, et au fil des saisons, des ressources fourragères diversifiées, dont certaines ont un bon report sur pied. Toujours dans le but de réduire leur empreinte, et parce qu'ils rechignent à mécaniser leurs interventions, au point pour certains de ne pas avoir de tracteur, ils utilisent au maximum les compétences des animaux pour construire les pâturages. Plutôt que de labourer ou de girobroyer, ils vont piloter le pâturage de façon à nourrir les animaux et à renouveler la ressource fourragère en même temps. Concrètement, avec des brebis, à la garde, cela revient à mener le troupeau aux chiens, à les orienter, à relancer leur appétit en les changeant de lieu pour revenir ensuite sur une zone dont il faut finir de nettoyer. En parc, avec des brebis ou avec des vaches, cela revient à réfléchir comment et où poser ces parcs, quelle taille, quelle association de végétation. Cela revient aussi à négocier avec elles, à les maintenir suffisamment longtemps dans les filets pour que tout soit bien mangé. Pour cela, il aura fallu aussi les éduquer. Les éduquer à respecter les ordres du chien, à ne pas sauter les clôtures, à avoir aussi confiance en l'éleveur qui les mènera plus tard dans des zones plus appétantes, plus riches.
En parallèle, ces éleveurs sélectionnent leurs animaux. Ils éliminent tous ceux qui ne parviennent pas à s'adapter à ces pratiques. Ils sélectionnent également les animaux les plus capables de faire avec les végétations pas toujours très riches, ceux capables de faire l'accordéon en termes d'état corporel, notamment lors des périodes à faible besoin alimentaire. Justement, pour limiter les besoins alimentaires, notamment des mères après la mise bas, afin de les satisfaire uniquement avec du pâturage, ces éleveurs sélectionnent aussi des lignées plutôt à faible prolificité. Ils restreignent ensuite l'alimentation lors de la période de lutte pour limiter les ovulations. Aussi, n'ayant pas de bâtiment, les mises basses s'effectuent dehors, dans des parcs parfois grands, notamment en élevage bovin, 50 hectares. Pour ne pas avoir à intervenir dans des conditions difficiles, en extérieur, en pleine nuit, à chercher les vaches au milieu des fourrés. Pour être efficace dans la gestion du temps, ces éleveurs sélectionnent également les mères sur leur facilité à mettre bas, sur leurs instincts maternels et sur la capacité à ne pas abandonner leurs petits au milieu de la pampa. Pour tout cela, même en plein air intégral, même sur des surfaces très grandes, les éleveurs doivent et ont à cœur de construire un lien fort avec les animaux, même avec la distance. Comme on l'a vu d'ailleurs, ça fait partie de leurs caractéristiques fortes à ces éleveurs-là. Alors comment s'y prennent-ils? Comment font-ils pour savoir si les animaux ont suffisamment mangé, si une mise basse est bien passée, alors que le parc est très grand? Comment arrivent-ils à les trier ou à les déplacer, alors qu'ils ne les voient pas forcément tous les jours, notamment en élevage bovin-viande? Tous disent développer, ou travailler à développer leur regard, à développer ce lien à distance, à les observer, à observer les végétations, à éduquer leur propre regard, à créer aussi de nouveaux indicateurs que ceux issus par exemple des tables de ration alimentaire. Ils observent par exemple la couleur des crottes pour savoir si elles ont suffisamment mangé, si elles peuvent encore manger dans un parc ou pas. Ils travaillent à créer une relation de confiance aussi avec les animaux et le troupeau. Tout ça, c'est un travail d'apprentissage et de réflexion qui fait partie intégrante du travail d'éleveur. Réfléchir, observer, apprendre, tout ça, ça fait partie du métier et ça devient même pour certains ou certaines un critère de performance. Mais, nous dit une éleveuse, finalement, est-ce que bien travailler, ce n'est pas plutôt se poser les bonnes questions? Il y a aussi la réflexion, le regard que tu portes sur l'environnement, les anticipations, les prises de décision, les choix. Pâturer, construire des ressources fourragères, en utilisant les animaux, sélectionner, observer, apprendre, tout ça, c'est l'activité de l'éleveur. C'est son travail en train de se faire. On parle aussi des activités de l'opérateur. Ces activités, bien sûr, ont des effets. En particulier, elles permettent de produire. Produire de la viande, produire du lait. Mais par exemple, si on va dans le détail, la faible taille des troupeaux et leur alimentation par le pâturage de ressources variables dans l'année peut amener à une production relativement limitée, en faible quantité, et des conformations variables des produits. Alors, certains éleveurs finalement en viennent à complémenter leurs troupeaux, soit pour faciliter le travail de débroussaillage, soit pour finir certains lots. Ça en fait, du coup, c'est en contradiction avec leur idée de 100% pâturage. Alors, ils en reviennent à négocier avec eux-mêmes sur cet objectif, à réfléchir sur leurs propres valeurs. Par ailleurs, le fait de conduire des animaux sur de très grandes surfaces et dans des conditions parfois difficiles engendre son lot de mortalité. Aussi bien lors des mises bas, ou que pendant l'estive par exemple. L'envie de nourrir ces animaux essentiellement en pâturage toute l'année amène les éleveurs à créer via les animaux des mosaïques de paysages, des mosaïques de végétation. C'est-à-dire que plutôt que de rechercher à avoir de simples prairies, on cherche aussi à avoir de la broussaille. La broussaille, c'est un objectif en soi, parce qu'on veut aussi bien des arbustes que de l'herbe. Cependant, les éleveurs voisins ou les propriétaires, eux, voient un terrain sale. Ils disent «Ah, mais ça, c'est pas du boulot, c'est pas du travail d'éleveur». Et ça peut poser problème. En effet, il faut garder de bonnes relations avec son voisinage, et surtout en particulier avec les propriétaires terriens, puisque le plus souvent, on n'est pas propriétaire de son terrain, on n'a que des beaux euros. Il faut s'assurer que le propriétaire est toujours satisfait du travail qu'on fait. Et alors, cela revient aussi à négocier à la fois avec le propriétaire, mais à négocier aussi avec soi-même et ses propres objectifs techniques afin d'assurer la maîtrise foncière sur plusieurs années. Enfin, nous avons vu l'importance de la relation à l'animal pour ces éleveurs. Elle devient souvent un résultat en soi attendu de l'entreprise, de l'exploitation.
Ces effets que nous venons d'esquisser sont des effets sur l'entreprise, sur l'exploitation. Ils interagissent avec les autres compartiments que nous avons vus, par exemple les caractéristiques entreprises, les personnes, les activités. Mais il y a aussi bien sûr d'autres effets qui nous intéressent davantage dans le cadre de notre travail sur le travail. Avoir peu de moyens d'intervention sur le troupeau tout en ayant une exigence forte sur la relation à l'animal, conjuguée à la mortalité inévitable, en particulier dans des conditions parfois dures imposées aux animaux, notamment en estive, tout cela, ça peut créer des situations pénibles pour les éleveurs et les éleveuses. C'est ainsi qu'une éleveuse nous raconte que « Pour moi, mon troupeau pèse 10 tonnes. J'ai le droit de vie et le droit de mort, et donc ça m'impose un devoir de vie. » Cette éleveuse ressent comme un poids très lourd sur ses épaules de devoir subvenir constamment aux besoins de ses animaux, de les maintenir en vie, de s'assurer que chaque agneau qui naît va survivre. Alors elle a poussé son exigence jusqu'à assister durant des années à toutes les mises bas, toutes les nuits, pour 200 brebis. Alors elle y passait toutes ces nuits, elle ne dormait plus, et elle enchaînait la journée pour les faire pâturer, pour faire son boulot habituel, et tout ça jusqu'à l'épuisement. Et en plus, ça se trouvait être en contradiction avec l'idée de s'appuyer sur la sélection du caractère maternel des mères. En effet, par cette pratique, elle limitait sa pression de sélection sur les mises bas. Et donc elle entretenait un troupeau qu'il fallait assister lors des mises bas. Pour d'autres éleveurs, la tension peut se faire sentir sur le pâturage, sur le passage en 100% pâturage et la relation aux animaux, la négociation. Un éleveur nous fait part de son expérience lorsqu'il a fait le saut vers le 100% pâturage. Il nous disait « Ouais, moi ça m'affecte, je n'aime pas voir mes bêtes maigrir, alors hop, je partais. Là, quand même, mes vaches, elles sont toutes au bord de la clôture, elles gueulent. Bon, alors finalement, je leur donnais une botte de foin. Bon, c'est tout, pas plus, hein, c'est fini. Mais après, ouais, voilà, c'est terminé. En fait, après, elles ne pâturent plus, c'est foutu. » Cette tension est vécue dans le cadre de la négociation entre l'éleveur et ses vaches, pour les amener à consommer des ressources peu appétantes, quitte à leur faire l'accordéon. En cédant à leurs appels, en leur donnant du foin, il a remis en question à la fois son travail pour améliorer les pâturages, mais aussi son travail pour développer les compétences des vaches. Dès lors que cette situation lui pose problème, elle le renvoie finalement à de nouveaux mécanismes de réflexion, d'apprentissage sur, par exemple, comment mieux négocier avec mes bêtes, comment les amener à pâturer et à ne pas rester le long de la clôture à attendre que je leur donne du foin, ou encore comment travailler sur moi-même pour supporter leurs appels. Enfin, il y a bien sûr aussi des effets qui sont plus positifs, plus agréables. Par exemple, la conjonction d'un ensemble d'éléments, pas forcément toujours très favorables d'ailleurs, si on les prend séparément, amène une éleveuse à partager un moment de plénitude au travail. Elle nous raconte que, ce jour-là, avec mes brebis, sous la pluie, j'étais sous ma cape, là, je venais d'envoyer mes premières réformes à l'abattoir, c'était pas facile. Mais en fait, je me sentais totalement à ma place, là, avec leurs filles et leurs petites filles, tous ces animaux que j'avais sélectionnés depuis 3 ans. Ces effets, ces tensions, qu'on pourrait mieux préciser d'ailleurs, constituent les effets sur les personnes, sur les hommes ou les femmes. Il ne s'agit pas de résultats techniques, mais bien de ce que vivent et ce que ressentent les éleveurs et les éleveuses au travail. C'est une nouvelle entrée pour travailler avec eux, pour améliorer leur quotidien. On voit sur cet exemple qu'il est possible de décrypter le discours d'un éleveur ou d'une éleveuse en distinguant ce qui relève des personnes elles-mêmes, de ce qui relève de l'exploitation en tant que telle. On distingue aussi les caractéristiques et les effets, à la fois donc sur l'entreprise et sur la personne. Et au milieu de tout ça, ce sont les activités, le travail réel, ce que font les personnes au quotidien, sur l'année, etc., qui mettent tout ça en musique. Donc finalement, même avec un corpus de valeurs similaires au départ, la combinaison des caractéristiques propres à chaque individu, propres à chaque personne, conjuguée aux caractéristiques de l'entreprise, aux superdéterminants, tout ça, ça fait que les activités au quotidien sont différentes pour chacun.